Imaginez un truc, et si Daesh mettait la main sur l'arme nucléaire? Où? Comment? Eh bien, d'ici un an, et au Pakistan, c'est ce que l'État islamique lui-même annonce dans son magazine de propagande, Dabiq, dans un article intitulé « La tempête parfaite ». Selon The Independent, l'État islamique a des milliards de dollars dans ses caisses et peut demander à ses filières au Pakistan d'acheter une bombe nucléaire via des revendeurs liés à des officiels corrompus de la région. Mais pour tuer massivement, il n'y a pas besoin d'une fusée atomique. Il suffit d'une petite tête nucléaire, une tête d'obus, ça tient dans la main, ça pèse 15 kilos. En 2001, après les attentats du 11 septembre, on s'était demandé s'il était possible de se procurer un tel engin. Et mon confrère Alex Jordanov était parti pour le Vrai Journal acheter une tête nucléaire en Bulgarie. Un sujet qui, avec le recul, vous allez voir, va donner à réfléchir à tout le monde. Il y a un mois, Alex Jordanov qui est là. Bonjour Karl. Tu vas bien? Ok, on verra après. Donc Alex avait rencontré un businessman, on appelle ça un businessman bulgare, à qui Ben Laden avait demandé de lui fournir des armes nucléaires. Du coup, Alex, tu as voulu aller vérifier sur place, en Bulgarie, si on pouvait acheter un peu de tout et n'importe quoi. C'est un peu ça, hein? C'est un peu ça, mais on va plutôt se remémorer ce Voilà. sujet qui est passé il y a 3 semaines. Et après, on va venir au gros morceau, à la dinde de Thanksgiving. Voilà. On regarde. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, nous avions rencontré Ivan Ivanov, l'homme d'affaires bulgare approché par Ben Laden pour lui procurer de l'uranium de la centrale nucléaire bulgare de Kozloduy. On m'a pris par la main, on m'a fait entrer et Ben Laden était déjà là. Sur le coup, j'étais déstabilisé et la formule de politesse « salam alaikum », on l'a dite en même temps. J'avais même oublié qui devait la dire en premier et qui devait la dire en second. Ivanov refuse la transaction et les 200 000 $ proposés par les lieutenants de Ben Laden. Si j'avais accepté, j'aurais pris 5 fois plus d'argent et j'aurais fini le travail, c'est sûr. Vous savez, c'est pas très compliqué. Déchets radioactifs ou armements nucléaires abandonnés par l'armée rouge, les anciens pays frères et autres républiques soviétiques se révèlent être un supermarché potentiel de l'arme nucléaire. Je peux vous emmener là-bas. Où ça? Pas très loin d'ici, à 300 km. Pour faire quoi? Aller au stock. Non. Si, tout de suite. Allons-y. D'accord. On peut acheter de la matière première? Non, du produit fini. Voilà, du produit fini, donc ça fait froid dans le dos, Alex. Alors là, je crois qu'il faut jouer franc jeu. On raconte notre échange à ce moment-là. Bah, écoute, déjà, cet Ivanov en question, il ne voulait pas me parler au début, hein. J'ai mis 3 jours à le convaincre. Je suis allé tout seul sur place d'abord. Et finalement, il se lâche dans l'interview. Et à un moment donné, en gros, ce qu'il me dit, c'est pas la peine de s'embêter d'aller chercher des produits, des déchets nucléaires, des produits nucléaires quelconques à la centrale, alors qu'on peut acheter des produits finis, militaires. Donc, un peu surpris. Puis finalement, on décide d'y aller avec mon caméraman Yannick Valuet pour aller voir. Mais c'était pas du tout prévu. Et là, on part tous ensemble dans une drôle d'aventure. Bulgarie du Sud. À 4 heures de voiture de Sofia, notre intermédiaire nous indique un petit chemin à l'entrée d'un village isolé. 3 ruelles plus loin, c'est la steppe. There's no road. There is a road close to this electricity. 1 heure plus tard, un chemin perdu qui mène à une grille. C'est derrière ce barrage et enfoui sous cette montagne que serait entreposé un petit arsenal nucléaire fabriqué pour les soviétiques. Къде наведе, бе? Чуваш ли ме? Абе, откъде се обаждаш, не те виждам. Чуваш ли ме сега добре? Кажи ми, да или не? Това е секретно поделение тук. Ici, on tire sans prévenir. Pour nous, c'est marche arrière et retour immédiat au village. En face de la montagne qui abrite la base secrète, les tziganes du coin n'ont pas vu un sou depuis des mois. Abandonnés à eux-mêmes, seul le maire communiste leur vient en aide.
2 heures d'électricité par jour. C'est l'économie de la débrouille. Quant à vadrouiller près de la montagne, ça leur est formellement interdit. Military base which is dangerous for them because there is radiation. He told that he's ready to sell his donkey to you to take in the car and go to America. À 10 km de là, Sliven, ville garnison. C'est ici que sont logés tous les militaires de la région. Beaucoup sont au chômage depuis la chute du mur et vivent de petits boulots au noir ou de magouilles. Les premières approches pour acheter de l'armement nucléaire ne donneront rien. Apparemment, personne ne sait ce qu'il y a sous la montagne. On tourne en rond. Finalement, quelques heures plus tard, rencontre avec un ancien colonel qui a travaillé à la base secrète. Le militaire traîne des pieds, mais accepte quand même de nous parler. Единствено познавах там, даже аз го познавам като ученик. А дали ще се съгласи за това? Работа трудничка. Retour au centre-ville. Au pied d'une cité décrépite, nous attendons un autre intermédiaire. Une voiture se gare derrière la nôtre. C'est l'heure de négocier. Твой телефон ми се обади. Тук му разнища ми дам. Да, не мога. Up there in the hill, they have a little cave with some equipment. We need a little piece of, you know what equipment. 50,000 is enough? Добре. Само с тебе да поговорим после. Да го свори малко, човек. Okay. All right, no problem. Quelques minutes plus tard, reprise des négociations dans la voiture. Really, I hope that we can work together. Yes. But it's impossible to exchange any information by phones. That means that every new information concerning this deal, we have to travel. It's possible. Yes, it's possible. Okay, Maybe next time. Next time. but okay, possible in a week, 2 weeks, 3 days, roughly. Maybe 1 week. 1 week. Only week. И сега, направо ще кажа на Тими, че се опитам връзка имам там с някакви хора. Просто така, нали, които са ми близки, не са толкова, нали, смисъл, така активни с мисълта си, че могат да получат някакви, нали, усещания. Но първо до една седмица аз трябва да разбера нещата. Donc Alex, vous êtes retourné avec Ivanov. Retourner, oui, enfin ça n'a pas été aussi simple. Hein. Il a fait marche arrière plusieurs fois. Il ne voulait pas y aller. Même sur place, dans la ville qu'on vient de voir, il nous laissait au coin d'une rue, il partait d'un côté, il revenait de l'autre. C'était pas aussi facile que ça. On a fait 6-7 gradés militaires. Les 3/4 ne savaient pas ce qu'il y avait sous la montagne. Et finalement, au dernier, on est tombé sur le bon numéro. Par la suite, alors quand on a communiqué tous les deux, c'était un peu compliqué puisqu'on ne pouvait pas utiliser nos téléphones, qu'on s'appelait de chez le dentiste. Premièrement, je t'ai appelé sur le chemin du retour vers Sofia, je t'ai appelé, écoute, voilà, on peut faire ça, ça coûte tant, et tu m'as dit, ok, maintenant à Paris, ça a été une autre histoire, puisqu'on a fait plusieurs réunions avec différents experts, avocats, etc. Mais ça a pris beaucoup plus de temps qu'une semaine. Hein. On a mis 3 semaines, nous, à se décider, et eux, à nous donner le feu vert. Et avec les intermédiaires bulgares, sous quelle étiquette tu te présentais, quel statut tu avais? Tu disais pas que tu étais journaliste, j'imagine. Ah non. De toute manière, j'ai pas eu mon mot à dire. J'ai été parachuté dans la voiture de la négociation et on m'a présenté comme un Américain. Donc moi, j'ai fermé ma gueule et après, je suis intervenu quand c'était à mon tour d'intervenir. Ok, à ton tour de sortir l'argent. On regarde. Retour à Sofia, 3 semaines après la première négociation. Nos intermédiaires nous assurent qu'ils ont réussi à se procurer une tête nucléaire. Au même moment, le président Bush mettait en garde les dirigeants d'Europe de l'Est contre les terroristes qui tentent de se procurer l'arme nucléaire. C'est ce même jour que Ben Laden choisit pour annoncer par le biais d'un quotidien pakistanais qu'il possède l'arme atomique.
À peine sortis de l'aéroport, nous mettons le cap à l'est. Direction la mer Noire. 8 heures de voiture. Avec nous, un Allemand de l'Est, ancien du programme militaire nucléaire soviétique. Nous l'appellerons Franz. Sa présence nous est indispensable pour authentifier l'objet, matériel top secret de l'armée rouge. Ses activités actuelles lui interdisent d'apparaître à l'image. Nous attendons au coin de cette rue. Les fournisseurs nous ont donné rendez-vous ici, dans cette petite ville près de la mer. Soudain, les trafiquants posent la tête dans la voiture. Ils nous laisseront quelques instants entre nous. Quelques minutes pour filmer. C'est la panique. Franz examine soigneusement la pièce. Il donne son feu vert. Maintenant, il faut faire vite, compter l'argent et payer. Nous laissons un acompte de $20 000 avec la promesse de revenir chercher 4 autres têtes dans 2 heures. Nous ne reviendrons jamais. Le chemin du retour vers Sofia se fera dans le silence le plus total. Слушайте, ножният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Слушайте, Светослав Козловски. Arrivé à l'hôtel, Franz, sous le choc, revient sur l'invraisemblable transaction et la gravité de la situation dans certains pays de l'Est. Ce que j'ai vu en l'observant, pour moi, c'est une tête d'obus soviétique. Pour un canon Howitzer de 152 mm. Et vous pouvez l'utiliser comme une arme tactique. Mais il vous faut tous les autres composants, c'est-à-dire un canon Howitzer et la deuxième et la troisième partie de l'obus. C'était approximativement le bon poids. Et comme je vous ai dit, c'est exactement le matériel que je connais. Quand on était sur place, c'était vraiment la panique. Vous vous souvenez? Tout le monde voulait décamper de là le plus vite possible. Même vous, à un moment donné, vous vous êtes éloigné de la voiture. Pourquoi? C'est simple. Si la tête est vieille, si c'est très vieux, alors il se peut qu'il y ait des fuites. Et il peut y avoir de petites radiations autour. Si cette chose tombe dans les mains de personnes mal intentionnées en Europe de l'Ouest, quelles seront les conséquences? C'est ça ma question. Si vous maîtrisez la technologie, avec 2 ou 3 de ces têtes, vous avez assez pour fabriquer une vraie petite bombe atomique, sans aucun problème. Mais les conséquences pratiques? Cela aura un effet sur un rayon de 5 à 10 km. Et cette zone sera plus ou moins radioactive. Ça veut dire que si vous faites exploser une telle bombe place de la Concorde, vous aurez 5 000, 6 000 morts, tout de suite. Si des gens comme nous peuvent arriver à acheter ce type de produit, que pensez-vous que des gens comme Ben Laden puissent faire avec tous leurs millions? C'est sans aucun problème. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez vous en procurer assez vite. Quelques jours plus tard, nous avons rendez-vous à Berlin-Est avec Fyodor Patchenko,
l'un des anciens responsables du programme atomique soviétique. Nous lui montrons les images de la tête pour avoir une seconde expertise. C'est quoi ça? D'après ce que je peux voir, cette pièce est un détonateur d'obus d'artillerie à charge nucléaire qu'on utilise à des fins tactiques sur le théâtre des opérations. Le scientifique russe nous explique que l'obus nucléaire est composé de 3 parties. La tête, une charge nucléaire et un composant facilitant la propulsion de l'engin à 1000 mètres par seconde tiré d'un canon. Ici, nous avons le détonateur au plutonium. Et ici, c'est la charge nucléaire de l'obus. C'est compliqué de faire exploser uniquement la partie supérieure? En principe, on peut faire exploser la tête toute seule, puisque c'est déjà en soi une arme nucléaire. En plus, cette tête-là peut être utilisée pour faire sauter, comme disent les Américains, une bombe sale. Le détonateur d'un obus classique n'a pas du tout cette forme-là. Les obus conventionnels sont faits d'une seule pièce, alors que celui-ci, vous voyez, c'est une pièce qui s'emboîte dans le reste de l'ogive. Un détonateur classique pèse entre 2 et 5 kilos en fonction du calibre. Oui, mais ça, c'était beaucoup plus lourd. Peut-être 15 kilos. Alors, il y a à l'intérieur une matière plus lourde que du métal. Donc Alex, tu es venu avec Franz, on l'appelle Franz, c'est ton expert, il vient de l'ex-Allemagne de l'Est et il connaît très bien le dossier. Ben oui, j'étais obligé d'y aller avec un expert parce que moi je ne suis pas connaisseur en armement nucléaire. Et comment tu l'as rencontré? Il nous a été recommandé par un ancien haut responsable de la DST. D'accord, donc c'était un de ses honorables correspondants à l'Est à l'époque. Exactement. À la grande époque, serais-je tenté de dire. L'époque rouge. Pourquoi, Franz, est-ce qu'on ne peut pas voir votre visage aujourd'hui? Je travaille dans des projets à l'étranger qui m'interdisent de me montrer en public. Et qu'est-ce qui vous autorise à parler du matériel soviétique nucléaire? Vous êtes un spécialiste, vous avez eu affaire à eux autrefois? Pendant plus de 5 ans, j'ai travaillé pour l'agence de l'énergie nucléaire soviétique à Azamas. Il s'agit d'une ville secrète à 600 km au sud de Moscou. Nous y avons développé de nouvelles technologies qui traitaient notamment de ces armes. Est-ce que vous aviez déjà vu ce style de détonateur d'obus à charge nucléaire au plutonium? Oui, j'ai déjà vu des détonateurs de ce type fréquemment par le passé, dans la mesure où je travaille sur une nouvelle technologie qui traite notamment de ce type de détonateur. Vous confirmez donc qu'il s'agit bien d'un obus, en tout cas du détonateur d'un obus soviétique de 152 mm à charge nucléaire? Je peux vous le confirmer au niveau du poids et je peux le confirmer dans la mesure du possible, dans la mesure où le poids était de 15 à 16 kilos, ce qui n'est pas normal avec un détonateur normal. Car le ministère de la Défense, les sources au ministère de la Défense pour être précis, nous ont dit il n'y a pas de pas de vis, ça ne peut pas s'emboîter dans le reste de l'ogive. Vous avez une explication? Il y a un support existant dans le boîtier, mais malheureusement, comme vous pouvez le comprendre, je n'y rentrerai pas dans les détails techniques. Le prix, 20 000 $, c'est quand même pas beaucoup. Ça fait même pas 140 000 francs français. Comment ça se fait qu'on ait acheté ça aussi peu cher?
Il n'y a pas de prix officiel pour ce type d'armement. Il n'y a que des prix sur le marché noir qui sont fixés de manière arbitraire. Je peux vous dire, par exemple, que pour des armes livrées en Tchétchénie, on a payé plus de 2,5 millions de dollars par pièce. Alex, je me tourne vers toi, puisque tu es d'origine bulgare. Comment ça se fait que la Bulgarie, qui n'est pas une puissance nucléaire, ait, on l'a vu dans ton reportage, encore stocké des armes nucléaires? Ça, j'en sais rien. Normalement, toutes les armes nucléaires du pacte de Varsovie auraient dû être évacuées vers la Russie en 92. Je ne sais pas. En tous les cas, il y a des pays comme la Corée, Israël, l'Afrique du Sud qui en ont, qui ne sont pas censés non plus être des pays... Oui, mais c'est plus connu. La Bulgarie, on en parle moins. Maintenant, je vais poser la question que se posent sans doute tous les téléspectateurs qui nous regardent. Comment est-ce qu'on peut empêcher réellement, aujourd'hui, dans le monde où on vit, les terroristes d'accéder à ce genre d'armes, puisque nous, on a réussi? C'est une question à laquelle il m'est difficile de répondre aujourd'hui, dans la mesure où il est assez simple, actuellement, d'arriver à obtenir les matières premières dans les centrales nucléaires, dans la mesure où aucune centrale ne sait exactement de combien de kilos d'uranium ou de plutonium elle dispose. On a cherché, évidemment, nous, en France, à faire authentifier cet obus en présentant la vidéo à différents experts français qui n'ont pas voulu se mouiller, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Alex. On a quand même l'un d'entre eux qui est proche du ministère de la Défense qui nous dit que c'est une arnaque, qu'il s'agit d'une copie grossière d'un obus de 152 et que d'ailleurs, vu la couleur de l'acier, ça a été fabriqué spécialement pour les journalistes, que c'est du brut d'usinage. Qu'il n'y a pas de vis, d'ailleurs tu posais la question tout à l'heure, qu'ils n'ont jamais entendu parler de Pachenko, mais malgré tout... Et que c'était une manœuvre de déstabilisation du gouvernement bulgare qui veut absolument rentrer dans l'OTAN. Voilà, et que le but, c'est que les Bulgares veulent rentrer dans l'OTAN. Néanmoins, ils insistent en même temps en nous disant, si vous retournez là-bas en Bulgarie, on veut bien venir avec vous, et nous voulons bien travailler avec vous, ce qui est quand même curieux pour des gens qui ne croient pas à ce qu'on dit. Pourquoi est-ce que ces gens, en France, ne veulent pas croire à la réalité, à la fiabilité de l'engin qu'on a acheté ? Il ne m'est pas facile d'y répondre. Après le 11 septembre, la situation mondiale a changé. Et comme vous le savez vous-même, en France notamment, il y a, si je me souviens bien, plus de 53 réacteurs nucléaires, et donc on essaye de minimiser au maximum les dangers existants. Et pour moi, il me semble évident qu'on dise qu'il s'agit d'une arnaque, qu'il s'agit d'une copie, mais malheureusement, ni le poids, ni la partie inférieure qui était vissée ne justifie que c'est une copie. C'est pour moi plutôt une preuve attestant que ce détonateur a été vissé finalement. Merci Franz, merci Alex.